La Française, concepteur de solutions d'investissement alliant performance et durabilité, vous présente et plus encore. Sérieux, quand est-ce qu'on travaille quand on aime le sport? Parce que là, il y a Roland-Garros, jusqu'après, il y a l'Euro de football, après, il y a les Jeux Olympiques. Alors moi, je sais pas, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il va falloir bosser parce qu'on a un programme d'enfer aujourd'hui. Bienvenue sur le plateau des Plus Encore, le magazine des professionnels de la finance et de la gestion de patrimoine, une émission diffusée sur H24 Finance, LinkedIn, YouTube et bien sûr le site et Plus Encore. Allez, sans plus attendre, générique. Émission chargée aujourd'hui, on commencera par le point éco de Florent Vabon qui sera avec nous comme tous les 2 mois. Florent Vabon, économiste chez Ecofi. Elle est là, tous les mois. C'est Nadine Trémolière avec qui nous regarderons l'allocation d'actifs de notre portefeuille équilibré et avec laquelle nous commenterons l'évolution des taux et l'évolution des actions durant le mois dernier. Toujours fidèle au poste également, Georges Delataille pour son journal décalé. On verra s'il nous parle marché, s'il nous parle assurance ou s'il nous parle réglementation. Ce sera dans environ 25 minutes. Le débat consacré cette fois-ci à l'immobilier. 2 changements dans notre club expert immobilier. D'abord, le nouveau directeur général d'Amundi Immobilier, Antoine Aubry, le remplaçant de Marc Bertrand, sera avec nous pour sa première intervention publique dans cette émission. Avec nous également Laurent Fléché, le patron de Primonial REM. Et puis, fidèle au poste, Éric Cosra de Perial et Philippe Depoux de La Française. Ensuite, on va basculer totalement dans l'univers de la gestion de patrimoine avec Nicolas Ducrot, le délégué général de la CNCGP. Ce sera l'occasion de parler de l'actualité de la CNCGP et à l'occasion du Midsommar qui aura lieu le 13 juin prochain et dont Plus Encore est partenaire. Et puis, on terminera en parlant donation dans Solutions Patrimoine avec Olivier Dagenac. Voilà, c'est parti. On attaque tout de suite avec l'éco. Allez, on commence tout de suite notre émission avec le point éco et notre invité, il est là tous les 2 mois, Florent Vabon, économiste chez Ecofi. Florent, vous avez une pression d'enfer. Vous parlez 2 jours avant Christine Lagarde, la patronne de la BCE, qui elle-même parlera 1 semaine avant Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine. Première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que la BCE va rester Fed dépendante? Alors Jean-François, dans un passé pas si lointain que cela, les banques centrales ont monté leurs taux à peu près à la même cadence, à peu près au même rythme, à peu près au même moment, pour lutter contre un même ennemi, l'inflation. Et ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que partout dans le monde, désormais, l'inflation n'est pas tout à fait de la même nature. Dans certaines zones, ça a baissé plus vite que d'autres. On pense évidemment à la zone euro, mais pas que. Il y a même des pays dans le monde où le taux de chômage augmente assez fortement en tendance et l'inflation baisse aussi. C'est pas le cas aux États-Unis. Et donc, la question que l'on se pose, effectivement, c'est de savoir si on va rentrer dans un cycle de desserrement monétaire asynchrone. Asynchrone du point de vue du calendrier, et dans l'ampleur des baisses de taux. Donc effectivement, la dernière fois que je suis venu dans cette émission, je me suis positionné de manière assez tranchée en disant la Banque Centrale Européenne va se démarquer de la Fed, va baisser ses taux avant et va continuer à le faire. Donc oui, pour répondre à votre question, Banque Centrale Européenne indépendante de la Fed. Ok, donc ça veut dire que vous êtes en train de nous dire les cycles monétaires vont être asynchrones, tous les pays vont pas forcément faire la même chose. Exactement. Ok, je voudrais qu'on rentre sur une zone en particulier, c'est l'Allemagne. L'autre jour, on a eu les chiffres de l'inflation allemande, qui n'étaient pas bons, puisqu'elle repartait à la hausse. L'Allemagne, c'est quand même un poids lourd de la zone euro. Quand on regarde son économie, ça nous inspire quoi sur ce qui va se passer sur les taux? Alors là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, autrefois, l'Allemagne, c'était la championne de la croissance en zone euro. Et depuis la pandémie, elle s'est fait littéralement supplanter par les pays périphériques. Néanmoins, ce que l'on observe dans les données récentes, c'est que le pire du creux conjoncturel en Allemagne semble être derrière nous. Et on perçoit effectivement des données qui laissent à penser qu'on est dans une réaccélération assez modérée, assez légère, mais réaccélération quand même de l'activité en Allemagne. Cela étant dit, effectivement, vous l'avez mentionné, l'inflation est repartie à la hausse. C'était prévu. En fait, il y a des effets de base liés aux subventions dans les transports. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'était prévu. Là où c'était un peu moins prévu aussi, c'est que les salaires ont augmenté, en tout cas sur la période, ce qui donc a fait remonter légèrement l'indice de salaire négocié de la Banque Centrale Européenne. Et l'inflation en zone euro est remontée du fait du regain d'inflation en Allemagne.
Et donc, effectivement, l'Allemagne, c'est intéressant d'en parler parce que c'est le reflet de ce qui se passe en zone euro. On a un semblant de réaccélération de la croissance qui est finalement très fragile parce que très dépendant d'environnement de taux. Ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans cette émission. Donc, ma vision là-dessus n'a pas changé. Et une inflation qui repart un petit peu à la hausse. Alors vous dites l'Allemagne, la hausse de l'inflation, c'était prévu. Votre job, c'est de faire des prévisions. On voit bien que le sujet majeur des politiques monétaires, c'est le sujet de l'inflation. Comment voyez-vous l'inflation évoluer en zone euro ? Alors, je dis que c'était prévu, je frime un peu. En réalité, on a quand même eu une surprise sur l'inflation cœur qui était un petit peu plus élevée que ce qu'on anticipait, pour être tout à fait franc. Néanmoins, pour nous, l'histoire n'a pas changé. C'est-à-dire que le mois de mai, en termes d'inflation, c'est une pause dans la désinflation. On pense que la tendance à la désinflation va se poursuivre, donc que cette pause sera temporaire. Et j'irai même plus loin, et là je vais vraiment me mouiller pour le coup, sans mauvais jeu de mots avec la période estivale, mais effectivement, dès le mois de juillet-août, on pourrait avoir une inflation totale qui passerait en dessous de 2% en zone euro, avant de remonter légèrement et en tendance s'établir à 2%. Donc, on ne change pas notre prévision d'inflation. Ok, vous êtes quand même très décalé par rapport aux prévisions et de la Commission européenne et de la BCE. De moins en moins, pour être tout à fait honnête, notamment parce que ça fait longtemps qu'on tient ce discours, mais on l'est quand même. Et on l'est aussi, on va en parler juste après j'imagine, dans nos prévisions de baisse de taux pour la BCE. Alors justement, on va en parler tout de suite. Ouais. La dernière fois que vous étiez venu, c'était il y a 2 mois, et vous nous aviez dit, en regardant le calendrier, eh bien, il y aura 5 baisses de taux de la Banque Centrale Européenne. Donc, on regarde tout de suite le calendrier. Pourquoi ces 5 baisses de taux ? Tout simplement, c'est que il y avait, après notre échange, 5 réunions de la BCE. À peu près tout le monde considère que dans 2 jours, c'est-à-dire jeudi, il y aura une baisse de 25 points de base. Est-ce que vous vous dites qu'il y aura des baisses désormais à chaque fois ou est-ce que vous avez un peu modulé votre avis ? Alors, la baisse du mois de juin, en effet, vous l'avez dit, ça n'est plus un scoop, mais ça fait un moment qu'on le disait sur cette émission. En revanche, là où on a révisé notre scénario à la marge, c'est que désormais, on pense que le mois de juillet n'est pas garanti. C'est-à-dire qu'on pense qu'au mois de juillet, ils vont observer une pause, pour les raisons que je viens d'évoquer en réalité, c'est-à-dire que l'on observe moins de progrès dans la désinflation sur le mois de mai. En juin, on ne devrait pas avoir de francs non plus signaux de désinflation. Et donc, tous ces éléments, mis avec les salaires également, font que les faucons, comme on les appelle à la BCE, pourraient être tentés effectivement de faire pression et que cela engendre une pause au mois de juillet. Donc, on est passé de 5 à 4 baisses de taux. On est quand même très en dehors des clous par rapport au consensus, mais ça s'explique par les éléments que je viens d'évoquer. C'est que d'une part, le regain de croissance économique qu'on est en train de vivre en zone euro est très dépendant de l'environnement de taux, et donc il va falloir accompagner ce regain de croissance, même si ça n'est pas dans son mandat, c'est quand même implicite. Et surtout parce que l'inflation, selon nous, va baisser, va poursuivre sa tendance à la baisse, et que donc, effectivement, encore une fois, je reviens sur ce terme que j'avais évoqué la dernière fois, c'est une nécessité pour la BCE que de baisser les taux. Donc on reprendrait, sur le calendrier, on reprendrait les baisses de taux en septembre, et puis ensuite à chacune des réunions, donc 4 baisses de taux, sur l'ensemble de l'année 2024. Florent, je vous écoute et j'essaie de voir les incidences de votre scénario. Vous me dites grosso modo 4 plutôt que 5. Enfin, entre nous, étant donné que le consensus est à 2, vous restez totalement en dehors du consensus, mais parce que il y a une croissance économique qui redémarre, une croissance économique qui est fort dépendante du niveau des taux d'intérêt. Donc, si effectivement la BCE mène cette stratégie, c'est favorable pour la croissance économique, même si vous avez dit que c'est pas dans son mandat. Ma question, c'est sur les taux longs. Parce que moi, j'ai appris, grosso modo, les variables qui impactaient les taux longs, c'était l'inflation d'une part et la croissance économique d'autre part. Est-ce à dire qu'on pourrait avoir un scénario où finalement la BCE baisse fortement ses taux d'intérêt à court terme et où l'impact sur les taux longs est faible, voire nul? Alors, faible, je n'irai pas jusque-là. Ce à quoi on assiste sur les taux longs européens, c'est effectivement des problématiques de croissance, des problématiques d'inflation, mais aussi des problématiques de taux court, on vient de l'évoquer. Donc le marché aujourd'hui ne price pas, c'est le terme approprié, énormément de baisse de taux. Vous l'avez dit, plutôt 2, voire 3, plutôt 2 en réalité. Donc il y a ce premier élément-là, c'est la raison pour laquelle les taux longs sont au niveau actuel. Il y a aussi le fait qu'ils évoluent par sympathie avec ceux des États-Unis, puisqu'on a une Fed qui, elle, prône plutôt la patience, la prudence. On pense toujours qu'elle va baisser les taux en 2024, mais un peu plus tard qu'en zone euro, et surtout
pas pour les mêmes raisons. Plutôt un ajustement et un peu moins de baisse de taux au total, sur l'ensemble du cycle. Et donc, ces éléments mis bout à bout, effectivement, font que les taux d'intérêt à long terme, enfin, si on prend le 10 ans par exemple, effectivement, est assez élevé. Néanmoins, nous, on voit quand même une possibilité de détente. Donc, d'accord, mais pas 100 points de base quand même. Pas 100 points de base, non. Sur les taux longs allemands, typiquement, non, pas 100 points de base du tout. Néanmoins, d'un point de vue d'allocation d'actifs, tactiquement, il y a quand même des opportunités, une espérance de rendement positive. Ok, ça nous amène à parler d'allocation d'actifs. Aujourd'hui, les choix d'allocation d'actifs, c'est quoi ? On n'a pas changé par rapport à la dernière fois, c'est-à-dire qu'on privilégie toujours les actions de la zone euro par rapport à celles des États-Unis. Taux souverain européen, on vient d'en parler, on est plutôt positif là aussi. Crédit investment grade, donc obligations d'entreprise de bonne qualité, plutôt que les obligations crédit haut rendement de moins bonne qualité. Et puis les obligations convertibles aussi, qui constituent une bonne alternative dans ce contexte. Florent Vabon, merci. Tout de suite le point marché avec Nadine Trémolière. Le point marché, Nadine Trémolière est avec nous comme tous les mois. Nadine, si vous le voulez bien, on va commencer par le marché des taux d'intérêt et on va tout de suite regarder le tableau. Il y a de cela un instant, avec Florent Vabon, on parlait des taux courts et de ses anticipations de baisse des taux. Enthousiaste il était puisqu'il a annoncé quelle baisse des taux d'ici la fin de l'année. Moi, je voudrais qu'on s'intéresse aux taux longs. Et lorsque je regarde le tableau et que je regarde la ligne des États-Unis et que je regarde la ligne du 10 ans allemand, je fais un constat. Les taux longs baissent aux États-Unis et montent en zone euro. Pourquoi ? On a un petit peu une divergence dans les dynamiques économiques. Aux États-Unis, on a un espèce de ralentissement. Rappelez-vous, on attendait un premier trimestre, la croissance du PIB du premier trimestre excellente, autour de 2,5. On a eu le chiffre il y a quelques jours, 1,3. Donc on a quand même pratiquement une croissance qui a été divisée par 2. Des enquêtes d'activité, les ISM, les PMI qui sont en train de baisser, notamment le manufacturier, c'était déjà le cas, le service est en train de passer en zone de contraction. Donc on voit que le consommateur américain, quelque part, il est un peu moins là au soutien. Donc on peut imaginer que l'économie américaine est moins brillante que ce qu'on attendait en début d'année. Donc ça, c'est le premier facteur et ça fait baisser les taux longs. En Europe, on a presque le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'on a une activité qui est un petit peu meilleure. Alors encore une fois, on aurait 1,3 en zone euro, on serait très content, mais disons qu'on sort d'une période relativement, presque on va dire, à taux de croissance zéro. On attend un petit peu plus de croissance. Et donc ça entraîne légèrement une tension sur les taux d'intérêt. Je voudrais vous entendre sur une donnée qui n'est pas dans notre tableau mensuel, c'est le taux français. Standard & Poor's a donc pris la décision de sanctionner la France et son sauveur, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Est-ce que ça va se voir dans les spreads et dans le taux français dans les semaines à venir? Pour l'instant, ça s'est pas vu. On attendait peut-être un peu de tension. Historiquement, on a ce spread-là qui est autour de 50 BP, donc 0,5% au-dessus de l'Allemagne. Pour l'instant, c'est à peu près stable. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer dans le futur ? Moi, j'y crois pas trop. Je pense que la dette française a quand même toujours une bonne notation. Premièrement, on est toujours AA-, ce qui est quand même une bonne notation. D'accord. On a déjà fait de toute manière un pas dans la dégradation, puisqu'il y a de cela quelques mois, on était à 20 points de base. On est aujourd'hui à 50, ça veut dire que ça a plus que doublé. On est plutôt, 20 BP, c'est quand même relativement rapide, parce qu'on est historiquement, depuis 20 ans, on est pratiquement sur les 40-50 BP. Donc, c'est pas forcément très fort. Mais ça n'empêche que, effectivement, on a le bénéfice d'avoir une dette abondante, c'est le cas de le dire. On a une dette... Donc liquide. Voilà, très liquide, très bien administrée par l'État français. Donc, je pense que les investisseurs sont toujours appétents pour cette dette-là. Je suis pas très inquiète. Ok, on passe tout de suite sur le tableau des actions. Et lorsque l'on regarde la colonne du mois de mai, on ne voit que du vert. C'est la fête au village pour les actions ? C'est la fête au village. Disons que les conditions macroéconomiques sont plutôt favorables au marché actions. On a eu, rappelez-vous, toujours les marchés ont été portés par ces bonnes publications d'entreprises. Les dernières se sont finies pratiquement dès fin mai, et ça a relativement alimenté le rallye qu'on a eu au mois de mai. Donc oui, on a eu, ça, je pense que c'est une raison à la fois macro, mais une raison micro qui a été relativement forte. Lorsque je regarde maintenant la dernière colonne, c'est-à-dire la performance depuis le début de l'année, je voudrais m'arrêter sur une colonne, c'est le MSCI Europe Small Cap, qui pour la première fois passe devant le MSCI Europe, avec un mouvement qui s'est enclenché, une différence assez importante sur les 15 derniers jours du mois de mai. Est-ce que les small caps sont en train de sortir de leur purgatoire dans lequel elles sont depuis des mois, voire des années ? Je ne sais pas si c'est le purgatoire, mais disons que
voilà, il y a l'ambition d'avoir cette baisse des taux qu'on attend tous dans quelques jours devrait permettre aux small cap de rebondir, puisqu'encore une fois, des coûts de financement qui vont être moindres pour les petites entreprises, pour les entreprises de façon générale, vont aider les petites entreprises qui, elles, ont énormément souffert de cette augmentation des taux de refinancement. Donc effectivement, cet élément qu'on attend et qu'a priori on devrait avoir dans quelques jours, bénéficie aux small cap, et c'est pour ça qu'on a eu cette rotation entre les larges qui avaient extrêmement bien marché, qui bénéficiaient, elles, de généralement trésorerie positive. C'est toujours un petit peu cette même thématique qui a énormément favorisé les grandes capitalisations. Si les taux monétaires commencent à baisser, de facto, le marché, les investisseurs se remettent sur un petit peu ces small cap. Ok, je voudrais... on est revenu dans notre calendrier normal. Le mois dernier, on n'y était pas tout à fait, puisqu'il y avait les ponts du mois de mai, et on avait donc fait notre émission tardivement. Et le mois dernier, j'avais souhaité qu'on regarde non pas seulement le tableau traditionnel, mais qu'on regarde le tableau avec des chiffres aussi au 10 mai. Et je me suis amusé en préparant cette émission à comparer les chiffres du 10 mai. Et sur la partie action, quand on regarde dans le détail, là, on a un très joli tableau sur le mois de mai avec tout qui est positif. Et quand on regarde à partir du 10 mai, on se rend compte que le MSCI World, le Nasdaq, le S&P sont en progression, que les small caps sont en progression, mais qu'en revanche, le MSCI Europe et le MSCI Chine sont, à partir du mois de mi-mai, plutôt en régression. Est-ce qu'aujourd'hui, sur les marchés, il faut être enthousiaste avec du vert plein les yeux, ou est-ce que vous considérez qu'on rentre en zone de risque ? Moi, je pense qu'on est en zone de risque. Souvent, on parle du mois de mai comme étant un mauvais mois boursier, le fameux sell in May and go away. Juin est un mauvais mois, généralement, parce que souvent, quand on a eu, on va dire, un bon premier presque semestre, les investisseurs ont tendance à prendre peut-être quelques bénéfices avant un peu l'incertitude des mois d'été. Moi, je suis dans une situation peut-être un petit peu plus attentive aux chiffres. Je vous l'ai dit, quelque part, les marchés aussi ont baissé par ces... Les inquiétudes, c'est quoi ? C'est les taux ? Les taux. Regardez par exemple le prix du pétrole qui est en train de baisser fortement. Donc là aussi, on a un petit problème d'activité mondiale qui est peut-être moins brillante que ce qu'on imaginait. Donc un peu la partie macro, la partie bénéfice qui pourrait des entreprises qui a été très forte et qui a supporté le marché dans cette première partie de l'année. Si ça commence à être moins brillant sur la partie activité économique, vous allez avoir peut-être ces résultats d'entreprise qui vont être moins bons. Donc voilà, certains éléments qui me laissent penser que peut-être on a un peu moins... Encore une fois, rappelez-vous, on a eu sur les 7 derniers mois, on a eu 6 mois positifs. Donc à part le mois d'avril, on a eu quand même 6 mois relativement très, très bons pour les marchés actions. Voilà, moi je pense qu'on rentre dans une période peut-être un petit peu plus difficile. Ok, on attaque tout de suite notre allocation d'actifs. Avec le résultat du mois de mai, plus 1,1%. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une performance, je dirais, autant d'écart sur un même mois. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné ? Alors, ce qui a bien fonctionné, c'est toujours notre poche obligataire. Ça, c'est relativement remarquable. On l'a vu, il y avait eu un petit peu les tensions sur les spreads de crédit qui sont revenus pratiquement au mois précédent. Donc là-dessus, on a gagné un petit peu de portage. Donc ça, c'est très positif. D'accord. Donc ça, la poche obligataire, on rappelle, c'est des fonds datés et donc Exactement. qui n'a pas subi les difficultés qu'il y a pu avoir sur le marché obligataire, que ce soit les difficultés d'Athos ou de Drahi, qui ont pu peser sur le marché obligataire ces derniers temps. Et en plus, on est plutôt sur de la duration relativement courte, donc on n'a pas subi entre guillemets les remontées de taux. On en parlait précédemment dans l'émission. Donc ça, c'est le premier facteur positif. Le second facteur positif, c'est le marché action. Globalement, ils sont en hausse. Et vous le disiez très justement, on a une petite position sur des small caps qui a extrêmement bien marché parce que je pense que le fonds fait plus de 5,5. Agenor, Échiquier Agenor fait plus de 5,5 sur le mois passé. Un peu plus difficile sur la techno qui est à peu près autour de 0. Et puis le détracteur sur le mois de mai, c'est les marchés émergents qui avaient relativement bien rebondi au mois d'avril et qui ont repris un petit peu, on va dire, un peu de bénéfices, de prise de bénéfices sur ce fonds-là. On bouge ou on bouge pas ? Non, on bouge pas, non. On bouge pas parce qu'encore une fois, ça paraît peut-être un peu bateau de dire ça, mais disons qu'on a différents drivers qui nous permettent de capter peut-être ce rebond des small caps, même si au niveau des large caps, ce sera un petit peu plus difficile. On a une poche action qui est quand même relativement limitée, 20%. Dans un profil équilibré. On le voit très bien dans les mouvements réguliers. On n'a pas un énorme risque, donc on peut supporter d'avoir un mois un peu plus difficile. Merci beaucoup Nadine. Tout de suite, le journal décalé de Georges Delataille.
La Française, concepteur de solutions d'investissement alliant performance et durabilité, vous présente le Journal des Canets. Il n'y a pas que le soleil qui est de retour. France Assureur nous annonce avec les chiffres de mars 2024 le grand retour de l'assurance vie. Des cotisations de 15,7 milliards d'euros en hausse de 1 milliard par rapport à mars 2023, une collecte nette de 3,5 milliards, dont les 2/3 en unités de compte. On arrive donc logiquement à un encours global de 1965 milliards, un record jamais encore atteint. Autre avantage de l'assurance vie, qu'on apprend cette fois par l'Observatoire des solidarités intergénérationnelles réalisé par l'IFOP pour ASAC-FAPES. Cet observatoire nous indique que l'assurance vie est le premier moyen de transmission. 55% des Français la choisissent comme moyen principal de transmission, la considérant comme le moyen le plus adapté. Pourquoi ? Parce que les héritiers légaux ne sont plus les seuls bénéficiaires envisagés par les parents. En effet, près de 80% des personnes interrogés, capables de léguer un héritage, ne prévoient pas de le léguer exclusivement à leurs enfants. Bref, nous sommes sur un moment très positif pour l'assurance vie. Deux petits commentaires par rapport à ça. J'ai eu le plaisir d'aller à la rencontre des adhérents de l'ASAC-FAPES l'autre jour à Brest à l'occasion de leur conférence annuelle. C'est toujours sympa de rencontrer les épargnants et d'échanger avec eux. Et sur ce sujet de discussion, vous savez que mon grand dada aujourd'hui, c'est quand même de faire un travail autour de la clause bénéficiaire et notamment de la renonciation. Pour permettre de passer aux bénéficiaires suivants sur lesquels il y a de vrais problèmes pédagogiques. Et on a eu dans les échanges très intéressants avec les adhérents de l'ASAC un sujet. On voit très clairement une montée en puissance de la volonté de transmettre aux petits-enfants. Et il y a vraiment un truc pour tout le monde, message à tout le monde. La clause bénéficiaire, c'est quand même le sujet le plus important de l'assurance vie. Alors, pas faire des grandes opérations fiscales, type démembrer, etc., mais faire un truc qui soit adapté à ce que veut le client. Il y a un travail gigantesque en la matière. Je partage totalement votre avis. On va rester dans l'assurance vie. L'assurance vie, il y a une autre grande tendance, très à la mode, qu'on appelle la gestion sous mandat. Très concrètement, les petits épargnants comme moi peuvent profiter d'une gestion pour les très grands épargnants comme vous, Jean-François, et donc d'avoir la meilleure gestion possible pour leur épargne. Super, sur le papier, mais concrètement, est-ce que ça marche ? Good Value for Money a étudié 326 offres de gestion sous mandat, et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Le gain moyen donc de 2019 à 2023 est de 1,55% pour les mandats prudents et de 5% pour les mandats audacieux. Quand on regarde, franchement, c'est pas canon. Par exemple, si on compare au fonds en euros, qui lui est totalement sans risque, qu'est-ce qu'on dit ? Il rapporte plus que les mandats prudents, alors que lui, il n'a pas de risque et il a moins de frais. Le sentiment qui ressort de cette étude, c'est quoi ? C'est que franchement, les mandats, ils sont très peu ou pas du tout gérés et pourtant, ils sont vraiment facturés. Donc, on se dit, il y a un vrai problème. Cependant, ce problème n'est pas pour tous. Il y a quand même quelques mandats qui fonctionnent très bien. Là-dessus, il y a vraiment... c'est assez drôle parce qu'on regarde les sujets de réglementation, on parle du sujet des rémunérations des rétros. Le sujet majeur qui est en train de s'implanter sur la place, c'est quand même le sujet de la value for money. Donc, version anglo-saxonne de ce que moi j'appelais quand j'étais plus jeune le partage de la valeur entre l'industrie et le client. Et potentiellement, pour l'industrie, il y a quand même plus de risques sur value for money que sur plein d'autres choses. C'est vrai. L'été, c'est quoi, Jean-François ? C'est souvent l'été de faire une pause, d'aller à la plage, à l'océan, en Méditerranée, tout ce qu'on veut. Planète CSCA nous demande, lui, de faire une pause, mais pas une pause estivale, une pause réglementaire. Ils ont sorti un livre blanc, donc le syndicat des courtiers en assurance, présidé par Bertrand Surmont. Il nous explique que la réglementation européenne et sa transposition en droit français, plus son calendrier, est totalement imprévisible, comme ses conséquences financières, bref, qu'ils mettent en risque les professionnels. Leur préconisation, elle est finalement très simple, c'est un retour au bon sens, avec des directives fixant uniquement les objectifs à atteindre. Pour ceci, ils nous parlent de 3 axes. D'abord, une pause dans la production de nouveaux textes réglementaires. Deuxièmement, une évaluation de l'application des textes existants. Et troisièmement, des réflexions sur la rationalisation des mesures à atteindre, des mesures pour atteindre des objectifs de protection des consommateurs et de stabilité financière. Pour enfoncer le clou, ce livre blanc, il a regardé aussi, est-ce que les documents d'information distribués aux épargnants avant la commercialisation de produits financiers, ils sont connus? Eh ben non, ils sont absolument pas connus des épargnants et les épargnants ne les considèrent pas du tout éclairants. 2 petites remarques là-dessus. Alors c'est drôle de voir Planète CSCA qui réclame une pause. Il y a d'autres acteurs
Il y a d'autres acteurs qui, au contraire, notamment on en parlera tout à l'heure dans le débat SCPI, réclament des évolutions réglementaires. En tout cas, je pense que tous les acteurs sont à peu près d'accord sur un truc, c'est la lenteur des choses. Ça dure des semaines, des mois, etc. et ça bougera jamais. Quant au dernier point, oui, là-dessus on va être très clair. Et c'est le représentant et le défenseur des épargnants que je suis qui le dit. On veut protéger les gens, mais on finit par sortir. Franchement, les KID qui ont été inventés par l'Europe, s'il n'y a pas plus inutile, incompréhensible avec la fin des performances passées, etc., franchement, on ne peut pas faire pire. Ça vous est bien. Même moi, je pense être plutôt averti. Je suis parfois pas capable de les lire. Mais bon. Autre sujet, c'est assez factuel. On parle beaucoup de l'égalité homme-femme. Le nombre de femmes avec des postes à responsabilité augmente et donc leur rémunération avec. Elles sont donc de plus en plus nombreuses à faire appel à du wealth management. Le wealth management, il doit adapter ses offres. Pourquoi ? Parce que les femmes n'ont pas du tout les mêmes attentes que les hommes. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude d'Ernst & Young, d'EY. Quelles sont les grandes tendances ? La première, elle est très factuelle. Les femmes sont en meilleure santé que les hommes. Elles vivent plus longtemps, donc elles ont un besoin d'épargne retraite plus fort que les hommes. Il y a 3 autres tendances qui ressortent. 1, les femmes ont une exigence de transparence. Elles veulent plus de clarté, plus de transparence sur leurs investissements. Deuxièmement, elles ont une appétence beaucoup plus forte pour l'ESG, donc elles veulent vraiment favoriser l'impact de leur placement. Troisièmement, les femmes ont une perspective de planification. Elles veulent l'accompagnement d'un conseiller financier pour avoir une feuille de route détaillée, couvrant des domaines clés qui sont la retraite, la fiscalité, la succession, et elles veulent vraiment avoir quelque chose de très organisé. Pour simplifier, les femmes veulent quelque chose de beaucoup plus carré que les hommes et elles veulent un accompagnement beaucoup plus fort. C'est donc une très bonne nouvelle pour les CGP parce que ça fait de plus en plus de clients qui ont envie de faire appel à eux. Je suis toujours impressionné par l'ultra-segmentation qu'on fait aujourd'hui des clientèles et le principe de l'universalité, etc., est en train de disparaître. Mais alors totalement. Juste, je vous fais une petite remarque, puisqu'on parle de femmes et qu'on parle de SG. Je vous invite à regarder sur LinkedIn et sur YouTube le Mercato que vous nous présentez ce mois-ci, qui est effectivement très féminin. Parfait. Allez, tout de suite, on passe à notre débat immobilier. Allez, on parle immobilier maintenant dans le format du Club des experts immobiliers. Alors l'autre jour, H24 titrait le retour du Club expert immobilier avec quelques changements quand même. Donc on va regarder qui est avec nous aujourd'hui. Il n'est pas en plateau, mais il est en duplex depuis la région bordelaise où il se trouve actuellement. C'est Philippe Depoux, le président du directoire de la Française REM. Ça, il fait partie des historiques. Il fait également partie des historiques et il est avec nous. C'est Éric Costral, le président de Perial. Et puis, de nouvelles têtes, Laurent Fléché qui est déjà venu sur ce plateau mais dans d'autres émissions, le président de Primonial REM, futur président du groupe Primonial après la cession de l'activité de distribution au groupe Cristal, ça devrait être normalement à la fin du mois d'après ce que nous avait dit Stéphane Vidal. Laurent Fléché donc avec nous, donc actionnaire de Primonial REM France, patron donc de Primonial REM, et avec nous également le petit nouveau, le nouveau directeur général d'Amundi Immobilier, Antoine Aubry. Alors, nouveau plateau, pourquoi ? Parce qu'il se passe pas mal de choses d'un point de vue au niveau des sociétés de gestion. Vous le voyez régulièrement dans le mercato de Georges Delataille. Donc, juste, je vais vous poser des petites questions justement sur vos boîtes. Je vais commencer avec vous, Philippe. On a vu qu'il se passait des choses au niveau de la Française, avec des rapprochements de sociétés de gestion. Est-ce que ça impacte la Française REM ? Non, ça n'impacte pas la Française REM au sens où nous restons au sein du Crédit Mutuel la seule compétence, si je peux dire, de gestion d'actifs en immobilier. Ok, Laurent Fléché, je me tourne maintenant vers vous. Vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez annoncé l'autre jour le départ de Grégory Frappé, qui était notre interlocuteur traditionnel, Grégory qui quittera Primonial REM France le 1er septembre prochain. Vous avez choisi son successeur ? Son successeur va arriver fin août, tout début septembre. Alors, il sera annoncé à ce moment-là, mais c'est un secret de Polichinelle aujourd'hui. Ok, eh bien, je vais maintenant tourner vers Antoine Aubry, qui remplace Marc Bertrand à la tête d'Amundi Immobilier. Vous avez intégré Amundi Immobilier à l'automne dernier. Juste, comme on ne vous connaît pas bien, vous nous parlez un peu de votre parcours professionnel ? Alors, très rapidement, c'est 18 ans d'immobilier. Une bonne partie passée dans les transactions, donc à faire des investissements immobiliers. Et la deuxième partie de ma vie immobilière, c'est passée dans les fonds.
des fonds immobiliers à destination de la clientèle des particuliers et certains fonds pour la clientèle institutionnelle. Ok, alors ça c'était chez AXA. Des fonds, c'était plutôt des OPCI. Aujourd'hui, on va plutôt parler de SCPI. Donc quand vous êtes arrivé chez Amundi, vous êtes rentré dans le vif du sujet des SCPI. Quand vous voyez ce produit, vous en pensez quoi? Alors c'est vrai, plutôt une expérience dans l'OPCI, mais depuis un an, je découvre un produit qui a démontré une énorme résilience en fin de compte, puisque c'est aujourd'hui le produit pierre-papier qui a traversé plus de crises financières et qui a toujours su démontrer sa capacité à servir un revenu, et qui est d'ailleurs le contrat numéro 1 passé entre les sociétés de gestion et les porteurs de parts de SCPI, donc un produit extrêmement résistant. Éric Cosra, du neuf chez Perial ou pas? Toujours, je suis là aujourd'hui et je serai là demain. Le chef des sociétés indépendantes. Et nous avons recruté un nouveau directeur financier et des fonds immobiliers qui vient de chez Voisin. Ok. Allez, on attaque tout de suite parce qu'on a d'importants sujets. On va donc maintenant regarder, si vous le voulez bien, le sujet de la liquidité. Donc, je plante le décor. La SPIM nous dit, fin décembre 2023, qu'il y a 2,1 milliards de parts en attente. La SPIM nous a dit qu'on était passé à 2,4 milliards à fin mars. On va faire un petit tour de table rapide avec une question simple. Deux questions simples, on va dire. Est-ce qu'il y a de la collecte chez vous? Sur quel type de produit? Et comment évoluent les parts en attente? Philippe, je commence avec vous. Alors, sur les parts en attente, nous avons un peu plus de 700 millions de parts en attente sur nos différentes SCPI. Ce que je peux vous dire, c'est que cette tendance est à la stabilisation depuis le début de l'année. Assez classiquement, le gros des troupes, si je peux dire, c'est de l'institutionnel qui, en lien avec les sociétés civiles, en part en UC, donc stabilisation autour de 700 millions plus. Et en ce qui concerne la collecte, nous avons toujours de la collecte sur à peu près l'ensemble de nos véhicules, dans des proportions bien inférieures, on va dire, à l'année dernière et à l'année d'avant. Et notamment, notre collecte est assez dynamique sur notre SCPI santé, sur notre SCPI locaux d'activité et sur notre SCPI européenne. Laurent Fléché, la situation chez Primonial REM. Des situations très, très diverses en fonction des classes d'actifs. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe, une grande différence entre une SCPI Primepierre sur le bureau et Primovie sur la santé, par exemple. Nous continuons de collecter sur Primovie. Les parts en attente de cession sur Primovie sont beaucoup plus faibles que celles que l'on peut avoir sur Primepierre ou sur le résidentiel actuellement. Donc vraiment, et je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure d'en parler, un focus différent sur les différentes classes d'actifs. L'immobilier alternatif s'en sortant mieux que l'immobilier de bureau aujourd'hui. Antoine Aubry, la situation chez Amundi qui a pour caractéristique d'être plus liée à des réseaux bancaires que la Française ou Primonial qui ont plus de la distribution externe. Alors le constat est assez équivalent. Les fonds à thématique type santé, effectivement, offrent un véritable appétit pour les investisseurs. Là où les fonds plus diversifiés avec une pondération bureau montrent effectivement des parts en attente. Après, sur des montants qui restent quand même assez négligeables, limité, sur les parts en attente. Mais oui, il y a bien un constat très différencié suivant la thématique des fonds. Éric Cosra, chez Perial. Alors, marché secondaire, on note une stabilisation au premier trimestre. C'est-à-dire qu'on voit qu'il n'y a pas de parts en attente supplémentaires, donc il n'y a pas eu de panique des associés. Il y a toujours les gros porteurs institutionnels, fonds de fonds, qui sont inscrits et qui bloquent le registre de cession. Et en ce qui concerne les transactions, nous avons eu un premier trimestre qui était plutôt calme et on assiste à un rebond depuis le mois d'avril avec surtout des collectes sur PFO qui est notre SCPI diversifié. Ok. Alors, départ en attente, donc j'entends grosso modo, vous êtes des acteurs importants du marché, donc vous êtes à peu près en ligne avec le marché, donc une stabilisation, il n'y a pas d'accélération de la part des porteurs qui veulent sortir. On avait dit de toute manière dans cette émission que le sujet majeur de 2024 pour les grosses SCPI, ça serait le sujet de la liquidité. On attendait tous, vous espériez, parce que l'association professionnelle avait fait des demandes à l'autorité des marchés financiers de mettre en place un système qui existe d'ailleurs sur une SCPI de la place, qui est Élysée Pierre, qui est un système de SCPI à capital variable avec un marché secondaire où les parts s'échangent
pour régler ces problèmes de liquidité, pour régler les problèmes de liquidité par le prix. J'ai regardé avec attention l'immeuble de l'AMF, Place de la Bourse. Je n'ai pas vu de sortie de fumée. Donc, on va considérer que l'AMF n'a pas entendu les demandes de l'ASPIM. Donc, maintenant, s'il n'y a pas de solution de place qui est gérée par le régulateur, chacun va devoir trouver ses solutions. On a évoqué plein de choses dans cette émission. On a évoqué le passage à capital fisc, on a évoqué le marché de gré à gré, on a évoqué les fonds de remboursement, on a évoqué tout ça. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour essayer de faire en sorte que les prochains chiffres de parts en attente soient en baisse? Éric Cossera, quels sont les choix chez Perial? Alors d'abord, la liquidité est un souci majeur chez nous. On est bien conscient que l'investissement immobilier est un sous-jacent non liquide, mais nous devons trouver des solutions pour les associés qui désirent sortir des fonds. Et donc, nous avons mis en place une batterie de solutions qui vont être votées à l'Assemblée générale sous forme de résolution extraordinaire pour aménager à la fois le marché secondaire, également les différés de paiement, c'est-à-dire de pouvoir utiliser également les capitaux collectés en vue d'un remboursement des fonds. Donc ça, c'est la compensation différée qui a été autorisée par l'autorité des marchés financiers. Tout à fait. Et puis également, de pouvoir également mettre des résolutions et des propositions de Perial Asset Management, notamment en ce qui concerne je dirais, de fluidifier et d'éviter les gros porteurs. Voilà, maintenant, on a mis des résolutions à l'Assemblée générale, mais ces résolutions ne pourront être effectives s'il y a donc l'accord de l'autorité des marchés financiers. Le sujet de la liquidité, c'est qu'il faut que l'AMF bouge sur ce sujet-là, parce que à un moment, il faudra que la réglementation évolue de manière à rendre les fonds plus liquides. Et puis, la meilleure manière de pouvoir compenser les sorties, c'est la collecte. Et c'est donc le retour de la confiance que nous observons, et donc le retour de la collecte qui permettra effectivement de compenser les sorties des fonds. Philippe, je viens vers vous. La dernière fois en plateau, vous nous aviez indiqué votre souhait d'utiliser l'outil du fonds de remboursement. Vous confirmez ? Tout à fait, puisque Perial vient de nous donner quelques éléments pour gérer la liquidité. On a un programme de cession qui est en cours, qui est un programme important puisqu'il vise environ 500 millions de cessions sur l'année 2024. Il est plutôt, on va en parler peut-être tout à l'heure, il est plutôt bien parti. Et donc ce programme de cession, qui est très ciblé sur des petits actifs liquides, rencontre son succès. Il va nous permettre effectivement d'alimenter les fonds de remboursement qui permettront à leur tour de pouvoir alléger les files d'attente. Philippe, ça c'est la décote importante. On va demander aux gens avec des décotes importantes. Alors, je tiens à le préciser, on a aujourd'hui, entre promesse de vente, acte signé et exclusivité, on a environ 300 millions de sécurisés, si je peux dire. Sur ces 300 millions, la différence entre la valeur du prix de vente et de l'expertise additionnée de l'ensemble des actifs concernés, c'est 0,1. D'accord, mais Philippe, la question porte sur la décote pour le porteur. C'est-à-dire, quand on va sortir avec le fonds de remboursement, est-ce qu'on va avoir une décote importante sur le prix de la part? Le fonds de remboursement, il est sur valeur de retrait moins 10%, donc c'est le classique qui sera proposé au fur et à mesure de la rentrée de l'argent issu des cessions. Et le deuxième outil qui est en train d'être mis en place, on en parlera probablement, qui n'est donc pas à la main des sociétés de gestion, c'est que petit à petit, un certain nombre de porteurs institutionnels de parts, de blocs de parts, parlent entre eux pour gérer des sessions de blocs en gré à gré. C'est quelque chose qui commence à se dessiner. Antoine Aubry. Qui permettra... Antoine Aubry. Qu'est-ce qui s'est passé, Antoine, aujourd'hui? Comment vous avancez dans vos réflexions chez Amundi Immobilier? Alors notre motivation est exactement comme ce que mentionnait Éric, c'est clairement offrir une solution à ces petits porteurs, parce que même si les montants en soi sont limités, on parle de situations individuelles qui sont parfois extrêmement sensibles. Donc oui, il faut qu'on trouve des outils, on y travaille avec nos partenaires bancaires. Le fonds de remboursement est l'un des outils que nous sommes en train de travailler avec nos partenaires, avec un objectif de pouvoir sortir très vite, modulo les validations nécessaires. Changement de cap? Parce que, on va être très honnête, Marc Bertrand, votre prédécesseur, quand on parlait du fonds de remboursement, à la base, il n'était pas super enthousiaste.
Et à juste titre. Le sujet, c'est que la réglementation nous permet aujourd'hui de regarder le fonds de remboursement avec un prisme un peu différent, puisqu'on peut y mettre un peu plus de flexibilité ou de modularité dans ses conditions d'exercice. Et c'est cela qu'on cherche. C'est-à-dire que là où hier, vous utilisiez le fonds de remboursement en prenant les investisseurs, suivant leur ordre d'arrivée dans la liste d'attente, aujourd'hui, il y a une capacité à essayer de servir plus de porteurs et donc vraiment résoudre beaucoup plus de solutions grâce à l'évolution de la réglementation. Et c'est ce sur quoi nous travaillons avec nos partenaires. Ok, donc ça veut dire que c'est plutôt privilégier les petits que les gros en pareille situation. En tout cas, surtout ne pas les laisser sur le côté, ça c'est clair. Laurent Fléché, chez Primonial REM, fonds de remboursement, pas de fonds de remboursement? Alors, tout faire déjà pour trouver de la liquidité, parce que bien évidemment, comme le disait Antoine, il y a des situations personnelles qui sont parfois très difficiles derrière. Donc, tout faire pour trouver de la liquidité, mais également ne pas oublier, porteur de part, également pour du long terme. Et donc, le fonds de remboursement, il faut être très pragmatique. Pour qu'il y ait un fonds de remboursement, il faut du cash. Donc, il faut vendre des actifs. Quand on est, je vais revenir sur l'immobilier et les fondamentaux de l'immobilier, marché bureau, aujourd'hui, il n'y a pas de marché de bureau. Ou quand vous vendez, il y a des fonds opportunistes qui viennent et qui vont acheter avec des décotes très significatives. Et donc, vendre des actifs avec des décotes significatives sur du bureau, est-ce que c'est l'intérêt de tous les porteurs de parts? Nous ne le pensons pas. Donc, il y a d'autres moyens sur ces SCPI bureaux, notamment de trouver de la liquidité via le gré à gré. Et comme l'a dit Antoine, travailler, mais même Philippe l'a repris, travailler également sur les gros porteurs pour trouver de la liquidité sur cette partie-là. C'est moins vrai sur la partie santé ou commerce, où là, sur des actifs plus petits, il y a un peu plus de place pour des cessions à des prix de valeur. Est-ce qu'on pourrait envisager une amélioration du nombre de parts en attente par le fait que des institutionnels ou des porteurs, je pense notamment au fonds de fonds, se retirent du carnet d'ordre en se disant finalement j'y suis allé, j'ai joué en me disant je vais être le premier à toucher le jackpot, à sortir, maintenant que je suis coincé, finalement, est-ce qu'il y a des débats où on se dit j'ai entendu le gré à gré, mais est-ce qu'il y a on peut envisager que certains institutionnels disent finalement vu les nouvelles conditions de marché, je vais peut-être garder mes parts? Les débats ont eu lieu. Et malheureusement, je note un comportement des institutionnels qui est assez hermétique et qui souhaite rester et ne souhaite pas vendre avec des cotes, et donc bloque les marchés secondaires. Et c'est regrettable que vous avez d'un côté de la sagesse des épargnants qui comprennent que la situation n'est pas opportune pour pouvoir les parts, et des institutionnels qui devraient être beaucoup plus professionnels et qui, au fond, avec ce sujet-là, font du mal à la profession et aux produits SCPI, et qui restent bloqués malgré des tentatives de trouver des solutions. Ok, un point sur le marché immobilier. On vient de parler de ces sujets de liquidité avec les différentes solutions, avec des résolutions qui sont présentées en Assemblée Générale. Antoine, je voudrais qu'on fasse un point où on met le marché immobilier. La dernière fois, Marc Bertrand nous disait pas beaucoup de transactions, mais on commence à constater, quand on vend des immeubles, un peu plus de gens qui sont intéressés, des fourchettes de prix qui sont plus restreintes. Comment vous voyez le marché aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en termes de profondeur, elle reste extrêmement limitée. On voit bien que les volumes transactés sont quand même extrêmement faibles, que les transactions se concentrent sur les actifs de qualité, puisque c'est là où on arrive à réconcilier le plus facilement acheteurs et vendeurs. Puis effectivement, il va y avoir un resserrement sur les actifs de qualité, là où sur les actifs d'une qualité moindre, je pense qu'on est toujours sur des écarts qui peuvent être assez significatifs, et ce qui va faire que d'ailleurs, des vendeurs ne vont plus vendre. Donc c'est ça la réalité du marché, c'est qu'on est encore sur un marché qui est extrêmement sensible. Éric Cossera, est-ce qu'il y a des différences selon les tailles d'actifs? Oui, il y a des différences. D'abord, dire que nous ne sommes pas vendeurs contraints. Donc, ce qui est important, c'est dire que nous n'avons pas obligation de vendre, et donc en ce moment, les vendeurs sont plutôt notamment dans les grands ensembles avec des décotes importants parce qu'il y a une décote de liquidité. Simplement, c'est que nous vendons une partie des actifs, notamment historiques, et ce qui se vend très bien, ce sont les petits actifs parisiens, où il y a un véritable marché qui vient d'institutionnels privés et de family office. Alors, on est beaucoup plus sur des petits volumes, mais ce qui nous permet, en tout cas nous, puisque ce sont des actifs historiques, c'est l'avantage de Perial d'avoir 55 ans d'existence et de pouvoir vendre des actifs qui sont historiques et de pouvoir à la fois consacrer de la plus-value à la distribution, donc améliorer la distribution des parts, et puis également de pouvoir utiliser les capitaux récupérés pour pouvoir soit se désendetter, soit investir, soit rembourser les associés qui sont inscrits. Philippe, je me tourne vers vous. Vous nous avez parlé de votre plan d'arbitrage. Je voudrais qu'on rentre un tout petit peu dans le détail pour voir un peu la typologie
des acheteurs que vous avez en face de vous? Et est-ce qu'ils cherchent des immeubles, entre guillemets, traditionnels, ou est-ce qu'ils cherchent des immeubles à restructurer, ce qu'on appelle dans le jargon du value-add? Alors clairement, nous, dans notre programme de cession en cours, on n'est pas sur du value-add, on est sur, je le disais, et c'est ce que disait Eric à l'instant, on est sur des petits actifs taille unitaire. On a aujourd'hui sécurisé 300 millions de cessions à ce stade, c'est 50 lignes. Donc on est sur des tailles unitaires petites, on est plutôt sur Paris, et on a un taux de réponse tout à fait satisfaisant de la part d'une clientèle qui est effectivement plutôt family office, grande fortune. C'est plutôt des gens qui achètent dans des optiques relativement patrimoniales. On n'est pas là sur du value-add. C'est ça le cœur de ce qu'on vise. J'ajouterais qu'on est sur des actifs parisiens, effectivement. C'est moins simple en province où l'ajustement de prix n'est pas à la hauteur de ce qu'on pensait. Et donc, nous, c'est simple, on retire de la vente les immeubles qui ne trouvent pas des prix qui sont égaux, au moins égaux, à nos valeurs d'expertise. Parce que l'intérêt, outre de générer du cash pour alimenter les fonds de remboursement et pour avoir d'autres utilisations, on en parlera tout à l'heure, c'est également que ces ventes se font avec de la plus-value. Et ces plus-values permettent de contribuer à la distribution des rendements rendus par nos porteurs de parts. Philippe, une question dans ce que vous me dites, ça veut donc dire que les acheteurs sont plutôt nationaux et il y a peu d'investisseurs internationaux sur le marché actuellement? Oui, parce qu'on vend des actifs, encore une fois, à taille unitaire très réduite et qu'on est vraiment sur de l'acquéreur local. Alors après, nous, on a des actifs en Allemagne, par exemple, qu'on a essayé de vendre. On n'a pas un grand succès. On a les 4 actifs qu'on souhaitait vendre. On en a 2 sur 4 qui ont trouvé acquéreur aux valeurs d'expertise. Et on en a 2, notamment un qui est d'une taille de l'ordre de 100 millions d'euros à Berlin et qui n'a pas trouvé acquéreur au prix, donc on l'a retiré de la vente. Laurent Fléché, je me tourne vers vous. Je le disais en vous présentant, comme Grégory quitte ses fonctions, c'est vous qui êtes venu aujourd'hui. Vous êtes le patron de Primonial REM, c'est-à-dire la holding qui chapeaute toutes les sociétés de gestion nationales en France, en Allemagne, etc. Donc, je voudrais qu'on regarde avec vous la vision européenne. Là, on vient de parler du marché français. Si on regarde au niveau européen, si on regarde les principaux marchés, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des marchés qui ont réagi avec une forme de décalage dans le temps. Le pays nordique nord, et je mets l'Allemagne dedans, a réagi beaucoup plus vite avec une correction plus forte des marchés qui étaient notamment liés au fait qu'ils avaient sans doute plus d'effet de levier également sur ces marchés-là, et les pays du Sud qui ont plutôt bien résisté et qui continuent de résister plutôt bien aujourd'hui. Après, même chose, toujours le sous-jacent, et je vais me répéter, Jean-François, j'en suis désolé, bureau, ça reste compliqué dans tous les pays européens. Les autres classes d'actifs alternatives, le résidentiel, la santé, le commerce, aujourd'hui, fonctionnent plutôt bien en matière de transactions. Et Philippe parlait de l'Allemagne, on est en train de céder un portefeuille de résidentiel en Allemagne. On a 12 offres au premier tour, ce qui nous permet d'organiser un deuxième tour, et on est au-dessus de la valeur d'expertise. Donc on voit bien, bureau compliqué, quels que soient les pays européens, les autres classes d'actifs, un portefeuille santé, sur lesquels en Espagne aujourd'hui, sur lesquels il y a une compétition assez significative et qui va partir à des prix qui sont, je pense, parfaitement en ligne avec les valeurs d'expertise aujourd'hui. Alors, quid de la politique d'arbitrage? Dans ce monde-là, aujourd'hui, vous dites chez Primonial que vous faites quoi? On sait qu'il y a un programme qui a été officialisé de cession, non pas sur la SCPI, mais sur la SCI Capimo, qui est support de contrat d'assurance vie. Quelle est la stratégie donc de Primonial aujourd'hui dans ce marché? Alors, 2 choses. Sur Capimo, un mot, même si l'objet aujourd'hui n'est pas parler de DSC, mais des SCPI. Sur Capimo, on a un plan d'arbitrage qui est un plan d'arbitrage de 2,3 milliards étalé sur 3 ans. L'objectif pour 2024, c'était 1 milliard. On est aujourd'hui en actifs sécurisés ou sous promesse ou lettre d'offre ferme du deal quasiment terminé à plus de 600 millions d'euros. Donc on est bien avancé aujourd'hui sur ce plan d'arbitrage. Et sur nos SCPI, on a la volonté, mais comme on l'a toujours fait, de faire tourner notre patrimoine, et on a toujours 2-3% à peu près du patrimoine qui est cédé chaque année. Allez, je vais vous poser la question sur Capimo. Le plan d'arbitrage 2,3 milliards sur 3 ans. Est-ce que vous vous dites qu'éventuellement vous pourriez ne pas avoir à l'exécuter? Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'assureurs qui portent,
parce que la différence entre Capimo et les CPI, c'est la liquidité qui est assurée différemment, puisque les assureurs, dans le cadre de la réglementation, portent la liquidité. Et donc ces assureurs aujourd'hui, et nous ne connaissons que les assureurs, parce que nos actionnaires, c'est 15 assureurs en vie, qui sont les associés de Capimo. Aujourd'hui, et quand on discute avec eux, la volonté, c'est de mener à bien ce plan d'arbitrage, et comme je l'ai dit, il est bien parti. Après, si le marché demain redémarre parce que on a une inflation qui est plus forte, une reprise de la collecte, la position des assureurs, donc de nos actionnaires associés de Capimo, pourrait éventuellement évoluer. C'est pas le cas aujourd'hui. Antoine Aubry, quand vous voyez le marché, vous vous dites quoi? Il faut accélérer les arbitrages ou au contraire, il faut les ralentir? Alors en fait, aujourd'hui, nos arbitrages ne sont légitimés que si on estime que l'actif ne fait plus de sens dans nos patrimoines immobiliers. Parce que par exemple, lorsqu'on parlait tout à l'heure des logiques de fonds de remboursement, nous, nos fonds de remboursement sont déjà dotés, donc on n'a aucune obligation. D'accord, donc vous n'avez pas besoin de vendre, vous avez déjà fait voter vos fonds de remboursement et il y a l'argent dedans. Exactement. Il ne reste plus qu'à les activer. Voilà. Donc aujourd'hui, les arbitrages, c'est tout simplement des actes d'asset management comme on le fait régulièrement, qui vont être justes parce qu'on estime que l'actif n'a plus de sens dans le patrimoine. Éric Cosra? Pareil, je crois on parle effectivement des arbitrages en lumière, mais l'arbitrage fait partie de la mission de la société de gestion et notamment de comment contribuer à la performance des fonds. Donc il y a une rotation du patrimoine qui est nécessaire. Nous avions déjà commencé depuis quelques années avec des plans d'arbitrage qui étaient à peu près de 200 millions par an. Et nous sommes adaptés à la situation actuelle. Donc nous avons réduit la voilure et c'est là où nous vendons uniquement que sur opportunité avec une plus-value dégagée pour permettre sa distribution. Ok, donc quand on vend, on récupère de l'argent. La question, c'est pour en faire quoi? Alors j'ai complexifié, pour ceux qui sont fidèles à cette émission, et je sais qu'ils sont nombreux, j'ai complexifié mon QCM. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout cas pour Philippe et pour Eric, mais j'avais posé la question il y a de cela quelques émissions, quand on reçoit de l'argent, on parlait de collecte, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'affecte pour rembourser des parts? Cela dit, c'est un peu l'obligation, donc on commence d'abord par faire ça. Et puis après, j'avais posé la question, est-ce qu'on l'investit ou est-ce qu'on rembourse la dette? Maintenant, je vais complexifier mon truc. Quand on vend des immeubles et qu'on a de l'argent, parce que la collecte, on n'en a pas, la collecte nette aujourd'hui, elle est quand même relativement faible. Donc, quand on vend des immeubles et qu'on a de l'argent disponible, qu'est-ce qu'on fait? Alors, plus compliqué que la fois précédente, puisque j'ai plusieurs hypothèses. 1, on achète des immeubles. 2, on profite d'avoir de la plus-value pour soigner les distributions. 3, on rembourse les dettes. 4, on utilise cet argent pour investir dans les immeubles. Parce que malgré tout, l'immobilier d'entreprise, il faut mettre un peu d'argent régulièrement pour entretenir, faire évoluer les immeubles, etc. Et 5, on fait du fonds de remboursement. Donc, je ne vais pas vous demander tous vos trucs, vos choix principaux. Donc, je commence avec vous, Philippe, puisque Philippe, vous m'avez dit, on a 500 millions d'arbitrage, on en a déjà sécurisé 300 millions. On a été toujours dans nos valeurs d'expertise, donc on ne vend pas à perte, etc. Avec l'argent que vous récupérez, les priorités principales, c'est quoi? La priorité principale, c'est le porteur de part actuel. Et donc, la priorité principale, c'est tout ce qu'on peut faire d'abord sur la société. Et en fait, la priorité dernière, c'est d'alimenter le fonds de remboursement. La première chose à faire, c'est de respecter nos engagements. Quand on a de la dette à rembourser, il faut la rembourser. Quand on a des CAPEX lancés, et notamment des CAPEX de vêtement des immeubles, quand on a des actions d'asset management pour pérenniser les revenus locatifs, c'est là-dessus qu'on dirige l'argent. Donc, les CAPEX, le verdissement, les remboursements de dettes, la distribution, et s'il reste de l'argent, on dote le fonds de remboursement. Laurent Fléchier, la stratégie chez vous, parce que vous, il n'y a pas de fonds de remboursement. Juste question, est-ce que vous ne courez pas un risque médiatique de ne pas en avoir? Parce que les trois, ils en ont. Donc, à la rigueur, si jamais ça ne marche pas, ils pourront dire on a fait les efforts et c'est la faute au marché. Vous dites, grosso modo, on n'y va même pas. Je reviens sur les différentes classes d'actifs. Sur le bureau aujourd'hui, mettre en place un fonds de remboursement, ça veut dire vendre avec des décotes complémentaires. Donc des décotes qui sont très significatives. Donc est-ce que c'est l'intérêt des porteurs de parts de façon globale? Non. C'est la raison pour laquelle, à l'instant T, nous ne mettons pas en place des fonds de remboursement. Je ne dis pas que quand le marché va offrir un peu plus de liquidité, nous ne le fassions pas. Et nous traitons les problèmes de liquidité différemment, et notamment sur le marché gré à gré, pour permettre d'assurer plus de liquidité et de trouver des solutions sur cette partie-là. Après, je n'ai rien d'autre à rajouter à ce que Philippe a indiqué. Très clairement, on tient nos engagements.
Et donc, quand on a de la dette et quand elle est sur des montants très limités à taux variable, on rembourse en premier la dette. Les CAPEX, notamment dans le cadre de la politique ESG, pour nous, c'est toujours une grande vigilance. Et on a toujours maintenu des montants de CAPEX significatifs et on va continuer à le faire. Et après, bien évidemment, ça sera le fonds de remboursement, le moment venu, au moment où le marché le permettra, sans détruire l'intérêt des porteurs de parts. Antoine Aubry, la stratégie chez vous, donc j'ai compris que le sujet du fonds de remboursement était réglé, il était déjà doté. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent. En pratique, donc quand on a de l'argent dans vos sessions, vous m'avez dit que vous en faisiez pas énormément, on a plutôt tendance à l'utiliser pour quoi? Alors, priorité numéro 1, le dividende. Donc, bien évidemment, être toujours là où nous attendent nos clients. Donc, c'est payer ce dividende. Et deuxième priorité, sécuriser ce dividende. Et donc, c'est faire tous les actes de gestion nécessaires pour pérenniser les loyers, améliorer les immeubles et éventuellement même faire des investissements pour relever aussi ce revenu. Vous nous avez dit, Eric, tout à l'heure, la stratégie du dividende également. Ça veut dire que ça impacte le choix des immeubles qu'on vend. Il faut des immeubles avec de la plus-value comptable pour avoir de la plus-value distribuée. Vous avez, on vit une période un petit peu exceptionnelle et un changement de cycle, mais notre travail continue année par année et comment gérer les immeubles et comment se séparer des immeubles qui ont une contribution insuffisante à la performance du fonds. Donc c'est un travail que nous faisons régulièrement. Donc, et au contraire, je dirais, nous sommes encore plus vigilants dans des périodes de tension que nous connaissons aujourd'hui pour pouvoir faire le travail. Et c'est notamment ce que font les équipes d'assets et les équipes du fonds. Pour répondre à votre question, en ce qui concerne la liquidité et ce qu'on fait des arbitrages, la priorité chez Perial, c'est la relance des fonds. La relance des fonds, c'est quoi? C'est la liquidité, comment assurer la liquidité. Et donc, nous sommes également en train de réfléchir à des fonds de remboursement pour pouvoir, je dirais, épurer ces marchés de liquidité parce que on voit bien que les conseillers en gestion de patrimoine regardent également le taux de liquidité des fonds gérés. Notre dette est maîtrisée, on n'a pas y touché. Les travaux sont provisionnés également, donc on n'a pas y touché. Et la priorité, c'est de relancer les acquisitions. Il y a des opportunités sur le marché à l'heure actuelle et il n'est pas normal que les fonds existants n'en profitent pas. Et donc, c'est notre objectif premier, c'est de pouvoir acquérir des nouveaux actifs à des taux de rendement qui sont nettement supérieurs à la performance moyenne des fonds. Alors, un point sur maintenant, on passe sur les valeurs de part. Il y en a qui ont bougé depuis notre dernière émission, il y en a qui n'ont pas bougé, donc on va commencer par ceux qui ont bougé. Chez Primonial, qu'est-ce qui s'est passé en début d'année ? On a une baisse des prix de parts, notamment sur la partie bureau. Aujourd'hui, quand j'essaie de me projeter, et je passe pas mal de temps notamment avec les experts immobiliers, je pense que sur le bureau, tout le chemin n'a pas encore été fait en termes de valeur d'expertise. Sur les autres classes d'actifs et l'immobilier alternatif, pour avoir discuté avec un grand nombre d'experts, je pense que c'est plus le cas. On a aujourd'hui une visibilité et une prime de risque sur la santé, sur le résidentiel, sur le commerce, qui est suffisante et qui permet d'envisager en tous les cas beaucoup plus sereinement les prochains mois sur ces classes d'actifs. Antoine Aubry, premier trimestre chez Amundi, nouvelle baisse de part. Oui, alors effectivement, on a une variation des parts qui ne faisait que refléter la variation de l'immobilier qu'on a vue sur la fin de 2023. Qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un contexte qui est radicalement différent de ce que l'on a pu vivre en 2023. C'est-à-dire que oui, on voit encore un peu de tension sur les valeurs immobilières, notamment sur les actifs de bureau, mais de façon beaucoup plus limitée que ce que l'on a vu en 2023. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bien évidemment, il faut être attentif sur les évolutions des marchés. Bien évidemment, il faut attendre avec beaucoup d'impatience les déclarations de Madame Lagarde jeudi prochain pour en faire des décisions pour l'avenir. Eric Cosra, vous n'avez pas bougé, pourquoi ? On n'a pas bougé parce qu'on a bougé en 2023. Donc on a bougé en septembre 2023. Nous avions anticipé les baisses de valeur d'expertise de fin d'année. Et donc nos valeurs d'expertise sont bien dans les tunnels de la SCPI. Et donc nous n'avons pas eu ce sujet à faire donc en début d'année. Maintenant, nous allons procéder à l'expertise de juin. C'est un acte de Perial parce que nous devons à la fois la vérité et la transparence à nos associés et au marché. Et donc, pour l'instant, il est encore trop tôt pour vous dire où en sont les valeurs d'expertise. Mais je partage l'avis de Laurent, c'est-à-dire qu'on a l'immobilier n'a pas encore complètement, au dire des experts, complètement purgé. Le gros a été fait, mais il reste encore des baisses à intégrer, en sachant qu'on parle de valeur d'expertise et qu'on ne parle pas de valeur de part. Ok. Philippe, chez vous, premier début d'année 2024 sur la française, les valeurs de part ?
Alors, on n'a rien bougé. On a, comme le rappelait tout à l'heure Laurent, on a ensuite prêt les expertises. On va avoir des expertises à mi-année. On a ce sentiment, effectivement, dans les premiers retours que nous avons, que l'immobilier de bureau pourrait continuer à effectuer quelques corrections, probablement pas du tout dans l'ampleur de ce qu'on a connu l'année dernière, mais finalement, on a tous attendu pendant ce premier semestre la baisse des taux qui n'est pas intervenue. Donc, les experts ont travaillé sur ce premier semestre sur finalement des taux bancaires qui n'ont pas, les taux des banques centrales qui n'ont pas bougé, et donc cette correction certainement aura lieu sur l'ensemble des patrimoines tertiaires. Donc en ce qui concerne la française, on a été parmi ceux qui ont quasiment pas bougé leur valeur de part parce on a fait jouer à plein l'amortisseur du moins 10 plus 10, si je peux dire, parce qu'on avait des expertises extrêmement conservatrices. Voilà, et donc on va voir ce que ça va donner. J'ai pas encore les éléments sur le 30 juin, mais en tout cas, mon sentiment, c'est qu'on a, comme le disait Laurent, un atterrissage sur les valeurs tertiaires, sur l'immobilier tertiaire, et notamment de bureaux, pardon. Par contre, probablement déjà cette correction est déjà terminée sur un certain nombre d'autres actifs, et aussi sur l'étranger, où ça a été abordé un tout petit peu par Laurent tout à l'heure. C'est vrai que nous, on a déjà nos chiffres allemands et hollandais et anglais notamment, même si les Anglais les donnent au dernier moment, on a plutôt le sentiment que la baisse est terminée. Ok, juste une question. Jeudi après-midi, vous avez prévu de regarder Christine Lagarde, c'est important ? Alors, je suis pas certain que je le regarderai parce que le résultat est attendu, hein, moins 25%, moins 25 points de base, pardon, sur la baisse. Ce qui est important, c'est les messages pour la suite, parce que je pense que cette première baisse, elle est anticipée. Elle changera pas grand-chose. En revanche, c'est le rythme et la cadence et les amplitudes des baisses suivantes et de ce que fera la Fed de son côté. Les signaux mondiaux sur l'économie sont plutôt encourageants sur la reprise, ils sont moins encourageants sur le tassement de l'inflation, si je peux le dire rapidement. Laurent, votre position, on a évoqué le fait qu'on fasse des expertises de mi-année. Eric nous l'a annoncé, Philippe nous l'a annoncé. Vous faites des expertises de mi-année, vous ? Bien sûr, bien sûr. Nous n'avons pas encore les quelques premiers retours, hein, notamment sur la santé, qui sont plutôt bons, parce qu'il n'y a pas de correction. Il y a une légère correction au premier trimestre. Il n'y en aura pas, je pense, sur la base des expertises au 30 juin. Donc oui, on fait des expertises et on les attend. Encore un petit peu trop tôt pour donner une tendance. Mais je pense que ce que Christine Lagarde va annoncer, plus il faut qu'on remette de la confiance dans le marché immobilier. Et pour ça, on a besoin de quelques transactions significatives pour que l'ensemble des intervenants et des investisseurs se disent, ça y est, on est au point bas, on peut redémarrer. Et ça, je pense que c'est pour fin de cette année, fin 2024. Ok, donc on n'a pas eu le redémarrage traditionnel du marché immobilier après le MIPIM. C'est clair. faudra Malheureusement. Faudra attendre 6 mois. Antoine Aubry, il y aura des expertises de mi-année. Vous les avez lancées ? Non, pas pour le moment. Alors, on n'a pas encore arrêté nos décisions parce que on a déjà beaucoup corrigé nos valeurs jusqu'au début de cette année, et qu'aujourd'hui, en fait, on suit les évolutions, notamment sur notre véhicule OPCI qui est en valorisation trimestrielle. Et c'est vrai que la teneur du message de Madame Lagarde, autant que l'action qu'elle pourrait décider, va être pour nous aussi un véritable facteur déterminant sur ce que l'on va faire cet été. Et en 2 mots quand même, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Les taux courts ou les taux longs ? Parce que tout à l'heure, on avait Florent Vabon avec qui on échangeait, qui nous évoquait un scénario où il disait les taux courts vont fortement baisser, mais les taux longs, c'est pas évident. Je pense que c'est la prime de risque. Quand on regarde aujourd'hui, c'est clairement, et moi j'ai toujours appris ça, aujourd'hui, regardez l'OAT, et malheureusement, avec la dégradation de la note de la France, l'OAT est légèrement remontée, à peu près 20 bips, et c'est en fait la différence entre ce qui est aujourd'hui le rendement sans risque, cette OAT, et la rémunération du risque immobilier. Et je pense que sur des classes d'actifs comme la santé, notamment, on a une prime de risque qui est bien configurée. Sur le bureau, aujourd'hui, est-ce que la prime de risque est suffisamment aujourd'hui calibrée ? On le voit bien, sur des bureaux prime, oui. Sur des bureaux dans un marché secondaire, pas complètement encore. D'où cet ajustement
qui va avoir lieu encore. Philippe, je viens vers vous justement sur ce sujet des bureaux. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout une chance par rapport à une vieille crise dont on se rappelle, qui était entre guillemets la grosse précédente? C'est qu'en fait, il y a peu de production de bureaux aujourd'hui et que le marché n'est au moins pas déséquilibré par énormément d'offres neuves qui rentrent. Je voyais même des stats où le stock de bureaux global exploitable en Ile-de-France est plutôt en train de légèrement décliner. Alors, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je là juste un petit élément un peu pessimiste, c'est que le stock de bureaux vacants neufs et pas neufs n'a jamais été aussi élevé en Ile-de-France. Donc, si on regarde le marché de l'Ile-de-France, c'est beaucoup plus régulé en province d'ailleurs, sur les métropoles provinciales. Donc, on a un stock quand même important. La part du neuf a effectivement diminué. Ça, c'est un élément de correction de marché qui est salutaire. Malheureusement, nos amis promoteurs sont dans la souffrance aujourd'hui sur la production de bureaux. C'est inaudible. Donc, du coup, les stocks commencent à ralentir sur le bureau neuf, mais on a à faire face finalement à un stock d'immeubles existants dont beaucoup d'entre eux ne reverront plus de locataires. Et le vrai sujet, c'est le repositionnement de ces actifs-là. Alors, on parlait valeur, mais il n'y a pas que la valeur. Il y a également leur repositionnement et leur future utilité dans le paysage, je dirais, immobilier français. Et leur utilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va les transformer en habitation? Est-ce que c'est vraiment crédible de transformer du bureau en habitation? Parce que c'est pas construit pareil. Non, mais c'est une question complexe, mais oui, bien sûr, il y a un certain nombre d'immeubles dits de bureaux qui peuvent être transformés en logement, pas tous, mais ça peut être autre chose que du logement, ça peut être du commerce, ça peut être de l'entrepôt, ça peut être des locaux, des locaux médicaux, on peut dire, ça peut être d'autres choses. Mais ensuite, quand on a réglé éventuellement le problème technique, on a après d'autres problèmes qui sont les problèmes de la relation avec on va dire, les autorités locales sur les autorisations de construire ou pas de construire. Donc, il y a un vrai travail à faire en profondeur sur ces sujets-là. C'est entrepris. Je crois que chacun de nous amène sa pierre à l'édifice, mais pour l'instant, on n'est pas sur des volumes qui permettront de résoudre et de résorber cet ensemble d'actifs qui ne reverront plus de locataires bureaux. Ok, ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. J'ai encore deux, trois points que je voudrais qu'on aborde. On a parlé des sujets de liquidité. On a parlé des sujets de valorisation. J'ai entendu les messages qui consistaient à dire on est sensible. La bonne nouvelle, c'est qu'on va rentrer dans un cycle de baisse des taux d'intérêt avec les annonces que devrait faire Christine Lagarde, même s'il faudra être vigilant au discours. Donc ça, c'est un point positif. Mais malgré tout, il y a éventuellement encore un peu de potentiel de baisse sur la partie bureau notamment. Je voudrais qu'on parle, puisque les SCPI, il y a quand même plein de gens qui souscrivent ça d'abord pour avoir des revenus. On est au mois de juin, on a 5 mois de recul derrière nous. Donc, petit état des lieux très 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 rapide les uns et les autres. Grosso modo, quid des occupations, quid des recouvrements de loyers et grosso modo, où en sont vos fourchettes de distribution et que vous aviez annoncé, et où est-ce que vous en êtes? Vous vous dites, on les tient pas, on ira plutôt vers le haut, plutôt vers le bas. Éric Cossera. C'est quand même la bonne nouvelle de l'année, c'est que on a des recettes locatives qui se tiennent plutôt bien. On a un marché locatif qui est assez atone, au premier trimestre aussi. Donc, quand l'immeuble est vacant, il a du mal à retrouver preneur, mais quand la majorité, et ce qui est le cas dans les fonds périales, les immeubles sont occupés, donc les locataires payent et on n'a pas de sujet, donc on a un taux de recouvrement élevé et donc on n'a pas de sujet. Et on a plutôt, nous, resserré la fourchette d'objectifs qui était prévue en fin d'année dernière, et donc on est dans une situation meilleure que anticipée donc en fin d'année dernière. Ok, donc meilleure visibilité. Antoine Aubry. Pareil, aucune alerte du côté de nos locataires, et donc on réitère notre objectif de payer le même dividende. Laurent Fléché. On a une politique toujours très vigilante au moment des acquisitions sur la qualité des actifs qui est en train de payer, et on le voit. Taux d'occupation moyen, plus de 94%, des taux d'encaissement qui sont supérieurs à 96% sur l'intégralité du patrimoine, et qui nous permet d'avoir une grande visibilité et maintien des distributions. Philippe Depoux. Alors, tout pareil, donc maintien des taux d'occupation et maintien des distributions. Je rajouterais peut-être le petit commentaire suivant. Je trouve que nos locataires, d'abord nos asset managers sont à fond sur la gestion locative. Ils font que ça, ils s'occupent plus des ventes.
les ventes sont faites par les équipes acquisition de façon à concentrer nos asset managers sur la gestion de la pérennité du revenu locatif, et ça marche. Et simplement, ma petite remarque, c'est que je trouve que les locataires commencent à avoir une idée assez claire de l'ajustement des surfaces dont ils ont besoin suite au télétravail et au flex office. Et donc, on a aujourd'hui des gens qui sont beaucoup plus informés et beaucoup plus décidés sur ce qu'ils veulent faire sur leur surface. Et nous, ça nous permet d'entamer des discussions avec eux 1 an et demi à 2 ans avant l'échéance de leur bail pour mettre personne dans la seringue et justement gérer cette transition douce pour le coup. L'utilisation des bureaux d'avant et l'utilisation des bureaux d'après. Ok, donc je conclue de tout ça une meilleure visibilité, même si potentiellement c'est une visibilité qui fait qu'on saura qu'on aura des surfaces qui se libéreront plus tard, mais en tout cas une meilleure visibilité par rapport à ce que l'on avait il y a de cela 6 mois. Petit point très rapide, pour essayer de savoir en fait quand est-ce qu'on va s'en sortir, je me suis dit que j'allais pas vous poser la question, parce que vous allez me dire bientôt la baisse des taux, etc., des arguments que j'ai déjà entendus. Donc j'ai décidé d'aborder ce sujet par un autre prisme. Est-ce que vous prévoyez de lancer de nouveaux produits ? Je me dis pourquoi poser cette question-là comme ça ? Parce que je me dis que si vous dites que vous êtes prêt à vous lancer dans l'aventure de faire de nouveaux produits, c'est que commercialement, vous vous dites que le marché peut répondre et donc que l'environnement aura changé. Antoine Aubray, est-ce que vous réfléchissez à de nouveaux produits et est-ce qu'ils sont disruptifs par rapport à une gamme chez vous qui est quand même principalement orientée vers des SCPI diversifiés à forte connotation bureau? Alors oui, bien sûr, on pense à lancer de nouveaux produits parce que le contexte actuel peut revêtir des opportunités d'investissement. Et donc effectivement, on a l'objectif sur la deuxième partie de l'année de lancer à minima un nouveau produit qui serait effectivement, alors toujours sur un objectif diversifié, mais avec une approche de localisation un peu différente de ce que l'on fait actuellement. Laurent Fléché. L'innovation a toujours été au cœur de nos préoccupations et on le voit bien, on était les premiers à lancer de la santé par exemple, avec notamment Primovie. Donc on réfléchit à un produit innovant et différenciant et on l'annoncera, je pense, à la rentrée tout début septembre. D'accord, donc ça veut dire que tout début septembre, ça veut dire qu'on est très très avancé dans le process. Philippe Depont. Alors, je répondrai en disant que nous travaillons dans notre gamme. On a une gamme complète. Donc, il faut réfléchir quand on lance un nouveau produit à ne pas cannibaliser et à brouiller le message sur les véhicules existants. Donc, je dirais que nous avons nos véhicules traditionnels existants SCPI qui sont des véhicules de rendement sur la durée et très résilients sur la distribution et sur la réaction aux valeurs immobilières. Et puis d'autre part, donc cette réflexion sur des nouveaux produits. Donc nous aussi, nous avons une SCPI sur laquelle nous allons communiquer, une nouvelle SCPI sur laquelle nous allons communiquer à la rentrée. Donc les choses sont tout à fait avancées et on est plutôt sur du tertiaire vertueux en métropole. Éric Cosserin. Alors nous, on a 2 axes cette année. D'abord, la consolidation des fonds existants. Et nous avons 2 produits qui sont en gestation. Donc une SCPI dont on a déposé l'agrément à l'AMF et un FCPI également, donc un produit value add. Les 2 produits étant pour pouvoir bénéficier de la reprise du cycle. Ok, donc très clairement, ça vous positionne, vous dites que la rentrée va être un moment important. Dernière séquence qu'on va faire rapidement, mais on va assumer d'être l'émission de la place, d'être regardé par tout le monde et de toujours essayer de pas simplement gérer le quotidien, mais d'essayer de réfléchir un peu. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a quelques petits débats, on va dire, aujourd'hui entre distributeurs, sociétés de gestion, régulateurs, etc., sur ce qui se passe sur les SCPI et l'avenir des SCPI. Donc ma question, elle est simple. Si pour vous, vu une crise qui est quand même réelle, si pour vous, il y a un truc à changer, à améliorer, ce serait quoi? Philippe Depont, je commence avec vous. Vraiment autour de comment assurer la meilleure liquidité possible entre petits porteurs et gros porteurs. Ça a été évoqué tout à l'heure. On tourne autour, chacun prend des initiatives, mais il n'est pas normal
que des gens qui sont des petits porteurs et qui ont des vrais besoins de sortie ne puissent pas le faire parce qu'ils se retrouvent encerclés par d'autres gros porteurs, je dirais, qui n'ont pas ni les mêmes urgences, ni les mêmes besoins. Donc il faut vraiment qu'on travaille autour de ça et qu'on le stabilise. Donc je note, le sujet, c'est pas seulement le sujet de la liquidité, c'est l'équilibre de la liquidité entre petits et gros porteurs. Si je raisonne d'un point de vue technique, c'est le sujet de l'eurodatage des ordres, notamment, qui fait que le premier est arrivé et que le gros porteur, aujourd'hui, c'est lui qui est le premier qui est arrivé. Antoine Aubry, votre réflexion? Alors, je pense que favoriser la cohabitation entre marché primaire et marché secondaire, c'est effectivement, la liquidité est un point, et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire évoluer le produit pour que ces deux marchés cohabitent beaucoup mieux. Éric Cosserin? Alors d'abord, la SCPI est un produit extrêmement résilient qui a traversé toutes les crises. Elle a beaucoup évolué. Il reste encore beaucoup de choses à faire, y compris dans la gestion immobilière et dans l'adaptation de ce produit à la concurrence des autres produits d'épargne. Mais je rejoins mes confrères. Le sujet, c'est la liquidité, l'aménagement, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas eu d'évolution de la réglementation depuis la crise des années 95. Et ça, c'est pas normal que dans un produit dont on doit assurer la liquidité aux associés, la réglementation n'a pas évolué. Laurent Fléchy? Je reprends ce qui a été dit, mais je vais aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que pour avoir cette liquidité, je pense qu'il y a une chose qui est assez simple à faire modifier. C'est de mémoire, je crois, l'article A131.3 du Code des assurances. Exactement, qui permet d'avoir des valeurs au moment du retrait qui soient équivalentes, que vous soyez en assurance vie ou que vous soyez en direct, en compte titre. Et là, je pense qu'on aidera et on favorisera la liquidité sur le produit SCPI, et ça serait une bonne chose. Et c'est un seul article à modifier. Je crois savoir qu'il est sur le bureau de la direction du Trésor. Puisque, en plus, c'est une caractéristique, c'est que c'est un A. Donc, la caractéristique dans un texte de loi d'un A, c'est que c'est un arrêté, ce n'est pas un L. Donc, il ne faut pas une loi pour le changer. Ce n'est pas un R, c'est-à-dire un texte réglementaire, c'est un A. Donc, c'est un arrêté. Je crois qu'il est effectivement sur la direction générale du Trésor. La question, c'est qu'est-ce qui va en sortir? Et ça, c'est un autre débat. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir été avec nous. On se retrouvera donc pour la prochaine émission de mémoire, c'est au mois de novembre. On sera d'ailleurs dans une configuration différente, puisque on aura le fameux nom qu'on attend le 1er septembre. Vous connaissez tous déjà. Merci en tout cas. On continue tout de suite. C'est à l'affiche. À l'affiche de la CNCGP, il y a avec nous son délégué général, la CNCGP, qui est organisatrice du Midsommar, dont et plus encore est partenaire, Nicolas Ducrot. Donc vous êtes délégué général de la CNCGP. Naturellement, on va parler de cet événement à venir. Ça sera la semaine prochaine, ce sera le 13 juin exactement. Mais avant, je voudrais qu'on regarde un peu quelques actualités de la maison. Je reviens en arrière. C'était le 23 mai. Vous avez publié votre premier baromètre. Alors déjà, première question, avec quel objectif et quelle méthodologie? Eh bien, pour nous, le baromètre, c'était simple, c'était montrer la dynamique que représente à la fois la profession et la CNCGP auprès de l'écosystème. Pour expliquer à nos partenaires, qui sont aussi les partenaires de nos adhérents, qu'ils ont bien fait de nous accompagner parce qu'il y a vraiment une dynamique qui s'est enclenchée et des parts de marché sont prises par nos adhérents CGP. Et donc, c'est ce qu'on voulait confirmer à travers ce baromètre. Alors, il y a des chiffres sur les adhérents, sur les cabinets, sur les activités. Tout ça, c'est maquetté de manière fort sympathique. Est-ce qu'il y a un chiffre qui vous a surpris? Pour moi, c'était plutôt une confirmation. Donc, ça m'a pas vraiment surpris. Ce que je dirais, c'est déjà ce baromètre. Tout le monde peut y accéder sur le site de la CNCGP. Donc, c'est très pratique pour avoir toutes les informations. Parmi les différents chiffres, je dirais peut-être l'évolution de plus de 30% du nombre de nos adhérents en quelques années. Voilà, mais vous avez 15 pages de chiffres et de données, donc c'est plutôt alors, une des données parmi les... Juste l'évolution du nombre d'adhérents, c'est quoi? C'est une dynamique de la CNCGP? C'est une dynamique de la profession? Eh bien, je dirais que c'est une dynamique de la profession qu'on a la chance de voir se matérialiser au sein de la CGP. Par exemple, alors c'est pas dans le baromètre, mais je donne une autre donnée. L'année dernière, on a eu 250 nouveaux cabinets CGP qui nous ont rejoints. C'est un seuil qu'on n'avait jamais atteint jusqu'à présent. Et c'est un seuil qu'on a atteint alors même que certains
observateurs étaient en train de se poser la question de savoir si cette dynamique allait pouvoir se maintenir pendant des années. Donc, je suis très très fier d'être arrivé à ce résultat-là. Pourquoi adhérer à la CNCGP? Je vais être très honnête. J'ai là sous les yeux votre grille tarifaire. Vous n'êtes pas les moins chers de la place en termes d'associations professionnelles. Eh oui. Donc c'est quoi le plus qui justifie le fait qu'on se dise, même s'ils ne sont pas les moins chers, on y va quand même? Eh bien, c'est intéressant, c'est une bonne question, on ne me la pose pas souvent, mais je vais vous répondre, c'est une philosophie quand on est adhérent à la CNCGP. Déjà parce que les adhérents qui nous rejoignent, généralement, ils y restent. Il y a un sentiment d'attachement et surtout, ils parlent de nous auprès des candidats à l'admission. Et ils vont parler de nous, souvent, c'est pour dire qu'à la Chambre, vous avez du personnel et des personnes qui sont en capacité de répondre et d'apporter du service, et beaucoup de services. On le voit au niveau de notre pôle juridique, on a 5 juristes, bientôt 5 juristes qui aident et accompagnent nos adhérents sur à peu près tous les sujets du quotidien qui peuvent se poser à nos adhérents. On a des personnes qui sont en charge de la formation, puis on a des personnes qui sont en charge de la relation adhérent. Et l'idée, c'est de pouvoir suivre, accompagner nos adhérents de l'entrée au sein de l'association, et puis tout au long de leur vie professionnelle. Et c'est ça, à mon avis, c'est le point qui fait que les adhérents nous rejoignent toujours aussi nombreux. Moi, il y a un truc qui m'a surpris, c'est le pourcentage d'adhérents qui sont multistatuts. Ouais. Eh bien, ça fait aussi partie de l'ADN, de la philosophie de nos adhérents. Ils sont tous orientés sur la gestion de patrimoine, et sur la gestion de patrimoine et plutôt l'épargne et le conseil sur l'épargne de leurs clients. Contrairement, par exemple, à d'autres professionnels qui seraient plutôt orientés sur du conseil aux entreprises. Nous, c'est le focus. Il est mis sur le conseil patrimonial. Ok, donc ce qu'on appelle véritablement la gestion de patrimoine. Absolument. Et pas simplement le côté CIF. Tout à fait, absolument, puisqu'on a nos adhérents qui ont le statut CIF et ils ont également le statut d'intermédiaire en assurance et d'IOB, ce qui leur permet d'avoir la palette globale pour couvrir tous les besoins de leurs clients. Je voudrais qu'on continue à regarder votre actualité. Je vais encore remonter un tout petit peu dans le temps, pas trop longtemps en avant, puisque 2 jours avant, il y avait eu une conférence de presse avec le lancement de votre guide pratique sur la durabilité, conférence avec notamment Pascal Besson, qui est conseillère en gestion de patrimoine bien connue, très impliquée sur ces sujets-là, et qui est présidente de la commission durabilité de la CNCGP. On le voit là, ce guide, et on a même d'ailleurs le petit code barre qui permet de le télécharger. Quel était l'objectif de ce guide? Eh ben, l'objectif, c'était d'ancrer la Chambre sur les sujets du moment. La durabilité en fait partie. Et nous, on est parti du principe que la durabilité, c'est pas, on n'a pas fait ça par effet de mode. On a fait ça parce qu'il y a un besoin de la part des épargnants, de la part des conseillers. Il y a aussi un besoin réglementaire. Et donc, c'était le meilleur moment pour parler de ça et mettre à disposition de nos adhérents. Et d'ailleurs, on peut également le télécharger sur le site internet. L'ensemble des informations qui vont leur permettre de faire au mieux leur devoir de conseil. Est-ce qu'il y avait urgence à faire un exercice pédagogique? Parce qu'on va être honnête, on n'y comprend rien. Bah, c'est justement parce qu'on n'y comprend rien et que c'est très compliqué pour les conseillers de se mettre à jour et puis pour les clients d'y comprendre quelque chose, qu'il fallait absolument que ce document sorte maintenant. Alors sachant que ce document, il suit un document préalable, un guide qui avait déjà été remis l'année dernière. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans la commission durabilité qui a été mise en place au sein de la Chambre, on a plus de 15 professionnels qui se sont impliqués sur cette préoccupation du moment. Et donc, effectivement, on a plusieurs sujets et on communique autour de plusieurs sujets parce que c'est important. Avec Pascal, l'idée, c'est quand même de transformer la contrainte réglementaire en opportunité? Mais c'est tout à fait ça, absolument, absolument. Ok, je voudrais maintenant qu'on parle le sujet d'actualité là, de la semaine prochaine, c'est le Midsommar, ça sera le 13. Alors l'an dernier, premier Midsommar, ça avait eu lieu au stade Jean Bouin. Il faisait beau. Cette fois-ci, vous rentrez indoor. Vous aviez quoi? Vous aviez eu des inquiétudes météorologiques? Non, disons que... Alors, c'est vrai qu'il y avait eu quelques considérations météorologiques. En tant qu'organisateur, on est obligé de tenir compte. Là, cette année, avec l'organisation des Jeux Olympiques, c'est quand même beaucoup plus compliqué de pouvoir réserver tout un stade. Et comme à la Chambre, on aime bien casser les codes, faire les choses de manière différente. C'est pour ça qu'on a... décidé de faire notre AG en début d'après-midi le 13 juin à la salle Gaveau et après d'amener tout le monde à l'Opéra Garnier. Ok, donc si je résume, grosso modo, c'est Boulot, salle Gaveau et Fiesta à l'Opéra. Juste si on regarde la partie Boulot, donc Assemblée Générale,
Est-ce qu'on aura l'occasion d'entendre des acteurs? Parce que j'imagine qu'on va pas faire que simplement de l'administratif de l'Assemblée générale. On va essayer aussi un peu de réfléchir à l'avenir de la profession. Exactement. Donc l'Assemblée générale sera suivie de 2 moments forts dans l'après-midi, à commencer par une table ronde qui va être réunie la présidente du CCSF, le comité consultatif du secteur financier. Donc la nouvelle? Exactement. Des responsables de la CPR et puis aussi Martin Landé, qui est sous-directeur à la direction en charge des assurances au sein de la direction générale du Trésor, pour une animation, une table ronde du moment sur les sujets d'actualité. Donc évidemment la stratégie d'investissement de détail et puis tous les autres sujets qui touchent aux pratiques commerciales notamment. Et donc ça sera un moment très intéressant pour nous. Et puis bien sûr pour les personnes qui seront présentes. Et en fin de journée, on aura la chance d'avoir pour la première fois un ministre en exercice, ministre de l'économie en plus, qui viendra clôturer notre après-midi. Et donc c'est un grand moment dans la vie de la Chambre et puis dans la vie des conseillers d'investissement financier, d'avoir cette reconnaissance officielle. Et pour revenir à ce qu'on disait au début, ça marque vraiment le dynamisme, ça ancre ce dynamisme dans un événement phare. Allez, comme je vous ai sous la main dans les sujets du moment, je vais quand même vous poser la question, parce que la CNCGP est quand même intervenue sur ce sujet. Sur la RIS, aujourd'hui, vous vous dites que le vent du boulet est passé ou pas? On se dit pas forcément que le vent du boulet est passé, on se dit, on est très attentif à la manière dont pourraient évoluer les discussions au niveau européen, puisqu'on a vu que le Parlement s'est prononcé, que le Conseil de l'Europe est en train de travailler sur le sujet, qu'un trilogue va se mettre en place dans les mois à venir, et donc il faudra être vigilant pour qu'on puisse maintenir en France le système de rémunération, notamment hybride, entre les commissions et les honoraires. Nicolas Ducrot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, je vous rappelle, le rendez-vous pour les adhérents de la CNCGP, c'est le 13 juin, donc à 14h, salle Gaveau, et à 19h au Palais Garnier. Tout de suite, on continue dans la gestion de patrimoine. On a parlé beaucoup finance jusqu'à présent et immobilier. Maintenant, on va parler fiscalité, droit civil et donation. C'est Solutions Patrimoine. Allez, dernière ligne droite de notre émission avec Solutions Patrimoine et avec nous Olivier Dagenac, directeur de l'ingénierie patrimoniale et financière de Viplus, la filière de suravenir dédiée au CGP. Aujourd'hui, Olivier, si vous voulez bien, j'aimerais que l'on parle donation. Alors, vous allez me dire que je suis un peu fou ou pas. D'habitude, éditorialement, le sujet des donations, c'est un sujet qu'on met au mois de décembre. Nous sommes aujourd'hui au mois de juin. Je suis fou ou pas? Bonjour Jean-François. Alors, la donation regroupe tellement de différents supports que ça peut être le moment de faire un présent d'usage, le mois de juin, mais pour les donations un petit peu plus organisées, pour la transmission de patrimoine, peut-être que le mois de juin, c'est justement l'anticipation de cette fin d'année. Ok, alors si on regarde un peu ce qui se passe et le comportement des Français, est-ce que les Français sont généreux? Les Français sont généreux d'un point de vue philanthropique et d'un point de vue transmission familiale. Ils sont sur un montant équivalent d'année en année et ils restent sur une volonté de transmission assez forte. Alors juste, on les connaît comment les montants? On doit les connaître par l'administration fiscale? Exactement. Elles sont regroupées dans le budget de l'État. Elles apparaissent dans les droits de mutation à titre gratuit donation à hauteur de 4 milliards d'euros par an depuis quelques années. Ok, 4 milliards. Et donc, on en conclut 2 éléments. Je crois que c'est 15 milliards sur les successions, mais on en conclut donc que les gens acceptent de donner plus que le montant des abattements. Est-ce que les règles aujourd'hui sont bien foutues par rapport à l'évolution de la société? Alors, les règles, elles ont le mérite d'être stables, mais on l'a vu, notre président souhaitait les aménager, par exemple, en matière de famille recomposée, pour offrir des abattements équivalents aux beaux enfants par rapport aux enfants en ligne directe. Tout cela, malheureusement, n'a pas pu être réalisé. Ok, alors l'un des sujets, l'une des complexités techniques de la donation, c'est la cohabitation de 2 règles. D'un côté, le Code civil, d'un autre côté, le Code général des impôts. Quelles sont les précautions à prendre? Parce que très souvent, on peut avoir des clients qui veulent faire des choses de manière simple, qui disent je vais donner à l'un, je vais donner à l'autre, et puis il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème ou il peut y avoir des problèmes? Alors, il n'y a pas de problème si on respecte la règle. La première des choses, il faut savoir que les donations doivent être déclarées à l'administration fiscale pour faire courir le délai de reconstitution de l'abattement.
Donc, dans un pays où certains, nos concitoyens sont averses avec tout ce qui est papier, déclaration, eh bien, il faut passer par devant notaire qui, lui, va s'occuper d'enregistrer la donation et de transmettre les conditions à l'administration fiscale. D'autre part, vous l'avez très bien dit, il y a un volet civil dans les donations, donc à qui puis-je donner, combien, dans quelle mesure, et un volet fiscal avec les abattements, la taxation, suivant l'affiliation et le montant donné. Alors, le volet fiscal, c'est le plus simple, un abattement qui varie selon le lien de parenté, exactement, reconstitué tous les 15 ans. Là où il y a une petite complexité, c'est sur le volet civil. J'ai 150 000 euros à donner à chacun de mes enfants. Je me dis, je vais faire ça tout seul. Le CGP, il doit intervenir pour dire attention, le fait de simplement donner un chèque et de faire une déclaration au fisc, même si ça vous coûte pas cher, vous vous mettez en risque ou pas? On se met en risque au niveau du décès, parce que si vous faites une donation simple, au moment de votre décès, on va regarder ce qui est devenu cette donation pour la réincorporer dans une masse fictive pour calculer la réserve. Donc, on va réévaluer la donation que vous avez réalisée. Si vous êtes passé par devant notaire et que vous avez fait une donation partage, eh bien, on va figer la valeur de votre donation au moment où vous l'avez réalisée, ce qui permet d'éviter les différents supports ou d'investissements qui ont été D'accord, ça permet d'éviter que la fourmi qui a gardé l'argent et qui l'a investi, qui l'a placé, se retrouve finalement à devoir de l'argent à la cigale qui a profité de tout l'argent pour aller faire des tours du monde. Exactement, ça permet d'avoir une égalité entre les donataires et non pas de réévaluer au moment de la succession. Donc nécessité de rappeler les différences, les règles civiles qui peuvent poser des problèmes, notamment dans des donations simples. Je voudrais vous entendre sur la réserve d'usufruit. Les Français, ils donnent pourquoi ? Ils donnent pour échapper à l'impôt ou on a vu tout à l'heure que vous nous donniez des montants puisqu'il y avait des perceptions de droits, ou ils donnent véritablement pour aider leurs enfants? Alors, il y a différentes stratégies dans les donations. La première, c'est donner un coup de pouce. C'est la transmission en pleine propriété. Mais il existe aussi, comme vous l'avez très bien dit, la donation en démembrement qui va plus, elle, être là pour organiser la transmission, diminuer les droits de succession et commencer à transmettre un bien à tel héritier et un autre bien à tel autre. Donc, on est sur des stratégies différentes. Question justement donc, sur l'usufruit. Économiquement, finalement, celui qui le reçoit, il n'a pas grand-chose. Mais en revanche, fiscalement, c'est très intéressant. Alors, vous avez tout à fait raison. L'assiette de taxation en démembrement est inférieure à l'assiette de taxation au droit de mutation à titre gratuit en pleine propriété. Et la donation en démembrement répond à la problématique « je donne, mais je ne me dépossède pas totalement et donc je diminue la crainte de ne pas avoir assez à travers cette libéralité effectuée. » Je suis un petit malin et je me dis, tiens, je pourrais proposer à mon client un système qui consiste à lui dire, mais faites une donation d'une somme d'argent et puis gardez-en l'usufruit. On appelle ça dans le jargon le quasi-usufruit. Ça vous permettra de réduire vos impôts futurs. Ça marche ou ça marche pas? Alors ça marchait, ça ne marche plus depuis la loi de finances pour 2024 avec l'article 774 bis du Code général des impôts qui vient mettre fin à cette stratégie de donation d'une somme d'argent avec un quasi-usufruit immédiat sur cette somme donnée. Ok, l'ingénierie patrimoniale, ça doit répondre à des questions pratiques. Je voudrais qu'on entre une très précisément. Vous nous avez expliqué tout à l'heure le sujet des beaux enfants où le président de la République voulait faire changer les choses et pour l'instant, ça n'a pas changé. En réalité, on ne va pas se voiler la face. On a un allongement de l'espérance de vie et que, en général, quand on est grand-parent, on a ces enfants qui sont pas loin de l'âge de la retraite et qu'on a plutôt envie de donner un coup de pouce aux petits-enfants. Comment on fait pour donner et comment on arrive à optimiser les choses pour donner aux petits-enfants? Alors, la donation des grands-parents aux petits-enfants est assez commune parce que, comme vous l'avez très bien dit, on hérite de plus en plus tard, donc on a envie de donner un coup de main à nos petits-enfants. Il y a des abattements spécifiques, un qui est classique, le 31 865, et un qui est le don de somme d'argent exonérée, qui est du même montant. C'est l'ex-Sarko. Exactement, l'ex-Sarko. Donc, on peut donner plus, mais attention, encore une fois, à ne pas attaquer la réserve héréditaire des enfants, donc la part réservataire de mon patrimoine qui est nécessairement fléchée vers ces enfants et pour accompagner la donation aux petits-enfants.
quand on donne, on se démunit. C'est la définition de la donation. Donc, tout à l'heure, vous nous avez expliqué que l'usufruit était une stratégie patrimoniale qui permettait de garder les choses si on craignait de manquer d'argent. Je voudrais vous entendre justement par rapport au sujet des grands-parents et des petits-enfants. Moi, j'ai envie de donner, mais j'ai pas envie qu'ils fassent n'importe quoi. Vous pouvez organiser la donation avec des charges et conditions, c'est-à-dire donner, mais obliger votre petit-fils à réinvestir sur un contrat d'assurance vie qui va, par exemple, être bloqué jusqu'à l'âge de ses 25 ans. Comme ça, vous êtes certain qu'il ne le dilapidera pas dans les boîtes de nuit à 18 ans. Ok, dernière question. Là, on a parlé des transmissions traditionnelles. Quelles recommandations? C'est pas en tant que conseiller en gestion de patrimoine, c'est pas le sujet que je traite le plus souvent. Quelles sont vos recommandations pour une transmission d'entreprise? Si la transmission d'entreprise veut s'accompagner de libéralité, il faut vraiment que ces opérations elles soient anticipées en amont de la cession, peut-être transmettre une partie de la société aux enfants et vendre une autre partie. Tout ça doit vraiment être organisé chronologiquement et aussi dans l'accompagnement, les charges et conditions accompagnées d'un CGP et d'un notaire. Ok, donc vous êtes en train de me dire que pour juin, pour réfléchir sur une vraie bonne donation pour un client particulier, ça marche. Pour une transmission d'entreprise, il me faudra un peu plus de temps. Vous êtes presque en retard, Jean-François. Ok, merci beaucoup Olivier Dagenac d'avoir été avec nous. Mais on se retrouvera donc au second semestre et puis on regardera les problématiques du chef d'entreprise et on regardera des problématiques autour de l'entreprise dans Solutions Patrimoine. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve le mois prochain.